Et j'appelle, non pas à la barre, mais à la scène, Sophie Arfeuillère, Elisabeth Fetty, Samir Kalfaoui, Maëva Musso et Marie-Christine Stanier-Poivran. On peut les applaudir. Merci. Alors, on m'a dit que les micros marchaient. Ben, ça marche. Bravo. Bravo la régie. Alors, cette première table ronde s'intitule « Prendre soin et soigner ». Rapidement, la question qu'on va se poser en tenant le fil rouge de l'intime au collectif, c'est comment sortir d'une vision trop individualiste de la santé mentale pour aller vers une réflexion plus collective. Comment passer d'une société du soin où la responsabilité est assumée par la psychiatrie et l'individu à une société de prendre soin, attentive aux vulnérabilités et aux inégalités. Alors, pour ce débat qui s'annonce passionnant, donc on a pas inventé, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, Sophie Arfeuillère. Donc tu es responsable de l'innovation pédagogique chez Psycom depuis 16 ans. Tu conçois des formations et des outils participatifs. Tu es l'inventrice du fameux Cosmos mental. Voilà, il faut savoir, c'est sorti de son cerveau. Qui vise à expliquer la santé mentale et ce qui l'influence et à déconstruire les idées reçues et mobiliser tous les publics vers une compréhension plus inclusive des troubles psychiques et une vision systémique de la santé mentale. Elisabeth Fetty, bienvenue. Vous êtes documentariste, autrice et créatrice du podcast Méta de choc, dans lequel vous explorez la métacognition dans une approche d'esprit critique appliquée à soi. Pourquoi on pense ce que l'on pense ? Vaste question. Ancienne adepte de pratiques ésotériques, vous vous appuyez sur votre expérience et les connaissances actuelles en sciences cognitives pour analyser les mécanismes de l'endoctrinement et ses effets sur la santé mentale. Votre mantra, vous n'imaginez pas ce que vous pensez. Samir Kalfaoui, vous êtes chef par intérim, vous êtes conseiller santé de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUD. Vous coordonnez la prévention et la lutte des dérives sectaires, notamment autour des enjeux liés à la santé et au bien-être, qui représentent 40% des signalements. Face à la montée des pratiques dites non conventionnelles ou pseudothérapeutiques et à l'augmentation des dérives sectaires intégrées dans le soin, vous coordonnez avec les autorités de santé et les ordres professionnels le repérage, la prévention et la lutte contre ces risques. Maëva Musso, vous êtes psychiatre et pédopsychiatre aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne et présidente de l'Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, la fameuse AJPJA. Vous travaillez notamment auprès d'enfants placés, vous promouvez en France des approches innovantes des soins psychiatriques, comme l'open dialogue et l'optimisation de la prescription de psychotropes. Vous militez pour une psychiatrie plus humaine, participative et centrée sur les besoins des patients. Enfin, Marie-Christine Stanier-Poivran, vous êtes adjointe à la santé et à la lutte contre les exclusions à la ville de Lille, dans le Nord, où vous pilotez depuis plus de 10 ans le Conseil local de santé mentale, CLSM, parce qu'on aime bien les acronymes. Vous êtes également vice-présidente du réseau français Ville Santé, référente des questions de santé mentale. Vous soutenez une approche territoriale, transversale et participative de la santé mentale, seule manière, dites-vous, d'intégrer le bien-être psychique des populations dans les politiques urbaines et sociales. Merci à toutes et tous d'être là. Alors, Sophie, dans tes actions de sensibilisation à la santé mentale, quelles idées reçues rencontres-tu le plus souvent ? Alors, ça marche. Donc, dans notre mission d'accompagnement pédagogique, il y a vraiment 3 idées reçues qu'on croise souvent. La première, c'est l'idée que souvent, on va mettre une frontière invisible entre la psychiatrie, la santé mentale. Donc la psychiatrie concernerait toutes les personnes qui ne sont pas bien et qui sont dans un état figé du coup, et dans le miroir, le
le côté santé mentale, tous les autres, qui eux aussi sont un peu figés dans ce statut. Alors la preuve qui illustre ça, c'est beaucoup de futurs pédagogues ou des personnes qui vont monter des ateliers de sensibilisation et qui vont par exemple appeler leur atelier de sensibilisation un atelier bien-être, parce que santé mentale, c'est trop connoté psychiatrie par exemple, ou qui ne se sentent pas légitimes du coup à endosser ce sujet-là du côté de la psychiatrie. Donc nous, ce qu'on fait pour essayer de déconstruire un petit peu ça, on va injecter une notion de mouvement, c'est-à-dire que la santé mentale, évidemment, elle n'est pas figée d'un côté de l'autre. On va bien entendu parler du rétablissement, et la boussole de la santé mentale, qui est un des outils qu'on propose, nous aide beaucoup à faire ça. La deuxième idée reçue qu'on croise beaucoup, c'est qu'en fait, il suffirait d'outiller les individus pour prendre soin de sa santé mentale. Donc là, la preuve qui me fait dire ça, c'est on voit apparaître, fleurir aussi beaucoup de sensibilisations qui vont axer leur contenu sur des outils d'autosupport, instruire par exemple des méthodes pour apprendre la cohérence cardiaque ou pour porter uniquement sur les compétences psychosociales. Donc comme tu l'as dit et comme on est tous convaincus de ça, évidemment l'approche collective manque dans cette vision parce qu'effectivement il y a tout un tas de déterminants extérieurs qui vont avoir bien sûr une influence sur l'état de santé mentale des personnes. Donc nous, pour déconstruire un peu ça, on va effectivement beaucoup prôner cette approche systémique, on va beaucoup en parler, les Locosmos mentales nous aident pas mal à faire ça. Et puis la troisième représentation forte qu'on croise aussi en pédagogie, c'est l'idée que pour parler de santé mentale, il faut être un expert de la santé mentale. Et donc, quand on dit expert de la santé mentale, il faut être un soignant. Donc ça, c'est aussi très fort dans ce qu'on rencontre et qui vient du coup aussi de cet héritage que qu'on développe un peu avec la boussole, que jusqu'à il y a encore peu de temps, finalement, à peine 20 ans, c'était une vision assez dichotomique qu'on voyait, où effectivement tout était dans le fief du médical, qui pourtant ne le revendiquait pas tant que ça, mais on estimait que les seuls qui pouvaient parler de ce sujet étaient ceux qui avaient ce savoir académique. Donc nous, effectivement, on essaye de déconstruire ça en légitimant le fait qu'il y a une autre posture que celle du soin, qui est celle du prendre soin. Donc on pourrait considérer comme le care. On peut tous et toutes prendre soin, en fait. Par contre, tout le monde ne peut pas être dans le soin. Et c'est effectivement cette frontière qu'on essaye d'aider à clarifier dans nos accompagnements de ces futurs pédagogues notamment. Et on ne peut pas être dans le soin, sinon on dérive dans les pratiques. Et ça, je pense que d'autres personnes vont en parler. Merci. Alors, transition parfaite, tu peux passer le micro à ta voisine. Donc Elisabeth, vous, de votre point de vue, quelles évolutions vous constatez ces dernières années sur le marché du bien-être et comment faire la part entre croyances et connaissances, repérer les pratiques à risque, etc. Alors, c'est vrai que ces dernières années, le terme santé mentale est devenu vraiment à la mode, comme vous le disiez. Et de ce que j'ai pu observer, il y a effectivement énormément de médias, on va dire, type influenceurs, podcasts, chaînes YouTube qui abordent ce sujet avec plus ou moins d'expertise. Donc, il y a effectivement des professionnels de santé qui se sont lancés, ce qui est super, qui font de la vulgarisation. Mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses en particulier qui proposent des solutions de bien-être et des solutions clairement étiquetées comme pour l'amélioration de la santé mentale. Donc, elles partent souvent de leur propre expérience. J'ai fait un burn-out, j'en ai fait 3. J'ai fait une dépression, j'étais au fond du trou. Et puis, mon copain m'avait larguée. Et puis, il y a eu un décès dans ma famille. Et puis, au fond de la piscine, j'ai touché le fond. Et puis, finalement, j'ai réussi à rebondir. Donc, faites comme moi. Moi, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, vous n'avez qu'à suivre mon exemple ou mes conseils. Et là, effectivement, ça devient assez dangereux, puisque ces conseils, ils sont un peu la sauce personnelle de la personne, agrémentés souvent d'ailleurs d'outils qu'on peut trouver un peu partout, qui sont des outils dits de bien-être et qui sont issus souvent du courant du développement personnel. Je rappelle que le développement personnel n'a aucun fondement scientifique, ce sont des expériences personnelles qui sont agrégé dans un livre ou dans un programme et qu'on va ériger comme solution. Ça peut être donc du développement personnel, mais ça peut aussi être
des outils de spiritualité. Donc, améliorer son niveau d'éveil peut permettre d'avoir une meilleure santé mentale, par exemple. Ça, c'est le type de discours qu'on peut trouver très couramment. Et est érigé en preuve l'expérience personnelle. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, on oublie les preuves scientifiques, où quand on parle de science, très souvent, la science est instrumentalisée. Donc, on va parler de neurosciences, on va parler de physique quantique, on va parler, pourquoi pas, d'épigénétique, et finalement, évidemment, en diffusant de fausses informations, puisque ces personnes-là, malheureusement, ne sont pas des vulgarisateurs scientifiques, mais ce sont des personnes qui utilisent tout ce qui passe, en fait, soit de bonne foi parce qu'elles veulent aider les gens, soit pour faire des vues, bien évidemment, puisque ça fait partie du business, on va dire. Donc finalement, ça réduit l'individu, ça réduit les problématiques des personnes qui les consultent ou qui les regardent à quelque chose de totalement individuel. Hein. C'est-à-dire, il faut que tu prennes soin de soi il faut que tu prennes soin de toi pour résoudre ton problème de santé mentale. Donc, la responsabilité est tienne. Et puis, pourquoi ça marche ? Et je pense que ça, c'est important de le préciser, parce qu'au-delà du côté attractif de l'expérience personnelle qui est racontée, et ça, c'est vrai qu'on a tendance forcément à se projeter quand quelqu'un nous raconte son histoire personnelle, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont des généralités qui sont énoncées dans ces contenus, et des généralités dans lesquelles on se retrouve. Donc dire par exemple oui, toi aussi tu es quelqu'un qui veut réussir mais quelquefois tu te sens empêché, bon, je veux dire, ça concerne tout le monde. Ou tu es quelqu'un tu aimes rencontrer de nouvelles personnes mais tu as aussi besoin d'un moment pour toi-même pour te ressourcer. Bon, ça évidemment encore, tout le monde peut se retrouver là-dedans, ça veut tout et rien dire. Et finalement, l'audience, les personnes qui vont sur Instagram ou sur YouTube et qui consultent ces comptes, se disent « Ah mais ça me concerne en fait. Ah mais en fait cette personne, elle sait ce que je vis. » Donc cet effet Barnum, il est assez ravageur, c'est-à-dire qu'il est difficile à identifier parce qu'on se sent concerné tout en étant dans un moment de vulnérabilité. On se dit « Oui, je peux me confier ou je peux avoir confiance en cette personne. » Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, parce qu'il y en avait beaucoup. Oui. Comment on fait la différence entre croyance et connaissance, et puis peut-être la question de la différence aussi entre pratique et praticien. Oui. Alors, entre croyance et connaissance, c'est tout l'objet de mon podcast. Hein. C'est vraiment d'essayer de dissocier ce qui est de l'ordre de la croyance, et pourquoi pas avoir des croyances, bien entendu, puisque nous en avons tous et que nous ne pouvons pas ne pas en avoir. Mais il est important de savoir ce qui est de l'ordre de la croyance, de notre croyance personnelle, et puis ce qui est de l'ordre de la connaissance. Et l'état des connaissances aujourd'hui, en psychologie, en psychiatrie et dans bien d'autres sciences, c'est justement lié aux expériences scientifiques, au consensus, ou quelquefois au manque de consensus, mais en tout cas à l'état de ce qu'on a pu observer et des conclusions qu'on a. Donc moi, j'essaie toujours dans mes émissions de bien faire comprendre à l'auditeur ou à l'auditrice que certaines choses sont à vérifier pour vérifier qu'il ne s'agit pas de croyances. Évidemment, c'est difficile puisqu'on a souvent l'impression de savoir, en fait, d'avoir une bonne raison de penser ce qu'on pense, et quelquefois ce ne sont que des croyances personnelles. Donc ça, évidemment, ça demande du travail, c'est pas évident et on ne peut pas tout vérifier. Quand on regarde une vidéo, on ne va pas vérifier tout ce que la personne nous raconte, ou quand on va voir un psy, on ne va pas pouvoir vérifier non plus tout ce que ce psy nous raconte. On est obligé de faire confiance aussi. Donc on ne peut pas avoir que des connaissances, c'est évidemment impossible. Mais je tiens effectivement à faire une différence entre la critique d'une pratique et la critique d'un praticien. Il me semble important dans la recherche de connaissances, pour éviter d'être dans la croyance pour des décisions importantes de la vie, de se renseigner sur les pratiques et de pouvoir trier les pratiques qui sont de l'ordre de la croyance et les pratiques qui sont de l'ordre de la connaissance. Donc, en principe, la psychologie scientifique penche plutôt du côté de la connaissance scientifique. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a évidemment, c'est un champ ouvert qui reste à découvrir, mais globalement, c'est le cas. Du côté de la spiritualité et du développement personnel, on est clairement
dans la croyance. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui propose du développement personnel n'a pas de qualité, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui sont à l'écoute et qui vont créer une alliance thérapeutique, on va dire, hein, et qui vont apporter quelque chose à la personne. De même, on peut avoir des psys qui proposent quelque chose de scientifique et puis qui, finalement, seront de mauvais psys. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il me semble important déjà d'établir les pratiques qui sont valables et les pratiques qui sont de l'ordre de la croyance. Ça ne veut pas dire que je condamne toute personne qui souhaiterait apporter, comme vous le disiez tout à l'heure, un soutien, prendre soin. Mais dans ces cas-là, si elle n'est pas qualifiée, bien préciser qu'elle n'est pas thérapeute au sens médical ou au sens psychologique du terme. Merci pour ces précisions. Effectivement, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'offres. Et un des critères de sélection, c'est de pouvoir identifier ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a des bases scientifiques? Et parfois même, il y a des offres ou des méthodes qui s'appuient sur des bases scientifiques. Quand on explore, elles ne sont pas si solides que ça. Donc, c'est très difficile de s'y repérer. Et ça peut aussi nous coûter cher, oui, de s'engager dans ce genre de choses. Et d'où l'importance de la vigilance par rapport à ça. Donc, Monsieur Samir Khalfaoui, par rapport à la Miviludes, justement, qu'est-ce que vous constatez, vous, dernièrement, sur les phénomènes d'emprise mentale et de dérive sectaire? Parce que certaines pratiques qui relèvent plus de la croyance sont aussi potentiellement des portes d'entrée vers des pratiques à risque de dérive sectaire. Donc, quels sont les constats de la Miviludes? Ce qu'on observe, c'est que déjà, il ne peut pas y avoir de dérive sectaire sans emprise mentale. Donc, cette relation, ce colloque singulier entre le gourou de la santé et la personne est essentiel. C'est-à-dire que c'est toujours le même fonctionnement. L'autre chose que nous observons, c'est une explosion et une augmentation exponentielle d'offres en matière de prise en charge en santé mentale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un vide juridique qui fait que tout un chacun peut inventer une méthode. C'est-à-dire que dans le public, vous comme moi, on peut inventer une méthode pour prendre en charge quelqu'un qui a fait une dépression. Là où un psychiatre va mettre entre 10 et 12 ans pour dire qu'il est psychiatre, vous avez des gens qui vont proposer des méthodes. Alors ça peut être sur fond de croyance, mais aussi sur un pseudo-discours scientifique, pour capter le maximum de personnes. Le risque essentiel, c'est la perte de chance. C'est-à-dire que si je vais voir un pseudo-thérapeute ou un coach ou quelqu'un, un influenceur, et que ça me fait du bien et qu'à la fin de la séance, je paye ce que j'ai à payer, puis je rentre chez moi et tout va bien, ok. Mais le risque, c'est la perte de chance. C'est-à-dire que si j'ai un traitement médical prescrit par un professionnel de santé, par un psychiatre, l'idée, si on me dit d'arrêter mon traitement, le risque, c'est la perte de chance qui est juridiquement répréhensible. Mais globalement, ce qu'on invente, c'est qu'il y a presque à bas bruit, de manière très diffuse, presque un système de santé parallèle qui se met en place. Et ça, nous le voyons à la Miviludes, et les chiffres sont là pour le démontrer. Le nombre de signalements que nous recevons est là pour nous rappeler qu'il y a une augmentation très, très importante en matière de santé mentale. Vous parliez du phénomène d'emprise mentale. Donc, il y a le fait de capter des personnes en recherche d'aide, des personnes en situation de vulnérabilité, mais il y a aussi l'impact, une fois qu'on a été pris dans une dérive sectaire, de l'impact sur la santé mentale des personnes. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous avez la personne qui va rejoindre un groupe ou un individu. Alors, je tiens à préciser que dans l'imaginaire collectif, une secte, même s'il n'y a pas de définition juridique de la secte, c'est un peu le sketch des inconnus, c'est des gens bizarrement habillés tournant autour d'un feu. Ou c'est lors du temple solaire qui a fait les victimes que nous connaissons, enfin, en 1995, dans le Vercors Suisse et Canada. Donc, vous avez la personne qui va voir le pseudothérapeute, mais vous avez qui, pour X raisons,
a besoin d'une écoute ou d'un accompagnement, parfois parce qu'elle ne va pas trouver réponse en raison des déserts médicaux. Et puis, vous avez la personne qui va, une fois qu'elle est sortie de l'organisation sectaire, c'est-à-dire qu'on dit toujours que vous sortez de l'organisation sectaire, mais l'organisation sectaire ne sort jamais de votre tête. C'est-à-dire qu'on est impacté à vie. Et puis, vous avez les gens qui, quand elles ont fait le tour, et ça, on le voit, soit des médecins, soit des structures sanitaires, vont se tourner vers des pseudothérapeutes avec des conséquences très, très graves, parce qu'on constate une augmentation très, très importante du nombre de suicides. C'est l'entourage qui nous le signale. C'est-à-dire que la personne, elle a mis beaucoup d'espoir dans le pseudo-thérapeute ou, comme vous le disiez, l'influenceur. Et il peut y avoir un décalage énorme entre ce qui est proposé sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille et ce que la personne a au final reçu comme réponse à son mal. Merci. Donc on voit sur cette recherche de solutions quand on ne va pas bien, il y a quelques choses trappes, il y a quelques pièges. Et quand on ne va pas bien et qu'on est dans le soin, il y a aussi différentes manières d'appréhender le soin psychiatrique. Soit on soigne l'individu seulement, soit on essaye de tenir compte des effets des inégalités sociales sur la santé psychique. Maëva Musso, dans ta pratique, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu observes en fait, l'impact des déterminants sociaux sur la souffrance ? Alors aujourd'hui, je vais parler à 2 titres et j'essayerai de préciser quand je parle au titre de la JPJA ou au titre de ma pratique aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne. Donc là, dans ma pratique actuellement, moi je suis médecin responsable d'une équipe mobile qui s'occupe des enfants placés entre 0 et 21 ans et qui ont des troubles psy. Il faut savoir que la population des enfants placés présente un surcroît de handicap. C'est 8 fois plus de handicap, c'est 5 fois plus de troubles psy graves. Ils représentent un quart de la population des SDF à 25 ans et ils ont 20 ans d'espérance de vie en moins que la population générale. Donc évidemment, nous, on le voit au quotidien du fait de leur exposition à ce qu'on appelle l'adversité dans l'enfance, ACE en anglais, et notamment l'impact du trauma, des conditions socio-économiques, donc de la précarité, des discriminations, du racisme, du sexisme, toutes ces choses-là qui représentent en fait les déterminants socio-économiques de santé. Et donc, quand on regarde une population placée, enfin ASE, on se rend compte, enfin c'est une loupe sur le rôle que les déterminants socio-économiques ont sur la santé mentale. Si on repart des proportions un peu des facteurs qui vont influencer le développement des troubles à l'échelle individuelle, donc c'est 50% les déterminants socio-économiques, c'est 25% la résilience du système de santé et 25% les facteurs individuels type biologique, génétique, etc. Et encore, dans la génétique, il y a l'épigénétique et l'épigénétique est influencée majoritairement par l'environnement. Donc on retrouve l'influence de l'environnement aussi dans la part individuelle. Alors, tout ça, on le retrouve évidemment quand on regarde la population des jeunes placés, mais on le regarde aussi, on peut le voir par exemple dans la population des personnes en migration, des personnes qui subissent plus de discrimination que les autres, les femmes, les personnes racisées. Tout à l'heure, tu en parlais dans ton introduction, donc c'est vrai que moi je vais rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui est étudié, alors beaucoup plus pour l'instant aux États-Unis sur la question de l'impact du racisme dans les pratiques médicales, notamment le recours avec les personnes racisées à plus d'injections, plus de coercition, un recours différent à la médication avec des doses plus élevées. Une prescription aussi différente avec une population de femmes. Et donc, voilà, l'impact
certaines caractéristiques et un certain contexte. Voilà, ça a été étudié depuis... alors il y a Fanon qui avait travaillé là-dessus avec l'impact de la colonisation sur les populations, notamment algériennes, la colonisation française. Il y a Médecins du Monde qui a sorti un rapport récemment sur l'impact de la colonisation en Palestine sur l'état de santé mentale des populations. Et donc, si on est dans une démarche de santé mentale publique qui n'est pas encore, qui en est à ses balbutiements actuellement, mais qui n'est pas encore assez abouti. Nous, à la JPGA, là, je reprends ma casquette à JPGA, et c'est vrai que nous, on pousse énormément pour qu'il y ait... alors actuellement, il y a un délégué ministériel, mais on pousse pour qu'il y ait un délégué interministériel, qu'il y ait un travail commun qui soit fait entre... le ministère de la Santé, de l'Éducation, de la Justice, etc., pour justement prendre en compte tous ces facteurs-là et sortir de cette vision individualisante du trouble et d'un aspect trop restreint où on se base sur une question diagnostique, de filière, etc. Voilà. Merci pour cet éclairage. Alors, on va dézoomer de l'individu avec vous, Marie-Christine Stanier-Coivran. Donc, à l'échelle d'une ville comme Lille, pour laquelle vous êtes élu depuis un certain nombre d'années, donc vous avez un certain recul. Quel constat faites-vous de l'impact du logement, de l'emploi, de l'urbanisme sur la santé mentale ? Alors effectivement, j'ai quelques années derrière moi, donc je peux voir l'évolution. Peut-être rappeler que il y a quelques années, on parlait effectivement de santé mentale individu, et on avait plutôt travaillé sur les populations qui étaient en exclusion, parce que c'était notre première approche. Donc situation individuelle, parce que c'était ces situations-là qui nous apparaissaient en premier. Après le Covid, on a aujourd'hui des populations beaucoup plus différentes. On parle des étudiants qui parfois sont en situation économique très difficile, parfois pas, mais qui... Et votre introduction sur l'environnement aujourd'hui dans lequel ils vivent crée effectivement un problème de santé mentale, de fragilité. Sur les personnes âgées, qui parfois sans aucun problème financier, se retrouvent seules aujourd'hui parce que les petits-enfants travaillent loin. Donc un phénomène qui est là aussi beaucoup plus récent. Et donc on a des populations aujourd'hui différentes de celles qu'on avait à accompagner avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus, évidemment, sur les populations les plus fragiles, mais on se rend compte qu'on doit élargir notre champ d'action. Et c'est pour ça que dans ce mandat, on a rédigé un document qui s'appelle un plan de promotion santé, avec un axe fort de santé mentale, parce que vous l'avez rappelé, on a un conseil local de santé mentale qui a 13 ans. Voilà, on était un des premiers, on en a créé 2 à peu près à la même période sur notre territoire. Parce que aujourd'hui, on s'appuie dans ce conseil à la fois sur les professionnels, puisqu'on est porté par les hôpitaux psychiatriques, par le CHU, avec les CPTS, on travaille, avec les associations, avec les partenaires, et dans ce champ de collectif, eh bien, au fil de l'histoire, ils nous ont fait apparaître le besoin de travailler de façon plus globale, d'où le plan de promotion santé. Et on est allé voir dans chaque délégation ce qui pouvait avoir un impact sur la santé et notamment sur la santé mentale. Et quand on parle d'urbanisme aujourd'hui, quand on travaille sur le logement insalubre, sur les difficultés de pollution, etc., eh bien nous avons pris depuis quelques années maintenant, mais en tout cas on l'a formalisé clairement dans ce plan, l'action sur le logement est un axe de travail extrêmement important. On ne construit pas des grandes tours. On peut en construire dans certains quartiers, mais on construit des bâtiments et des maisons avec des petits jardins, des bâtiments avec des balcons, ce qui permet une interaction entre les maisons et les bâtiments, et donc des populations différentes qui se mélangent. On travaille sur l'intérieur avec les perturbateurs, la condition de l'air, le bruit, etc., parce que tout cela impacte la personne quand elle est chez elle. Et puis à l'extérieur, on aménage aussi, alors
Il y a les îlots de chaleur dont on parle, qui sont très bien sur l'environnement, mais on sait que pour la population, eh bien, quand il y a une possibilité, quand on sort au pied de son immeuble, d'avoir un petit espace vert, pas obligé d'avoir un grand parc, mais avec des bancs, avec des jeux, pour que les personnes se rencontrent, se parlent, eh bien, on sait que cela aussi impacte les questions de relations humaines et les échanges entre les uns et les autres. Et ça, c'est vraiment très important, avec des espaces qui sont différents, ce qui incite les personnes à se promener dans les différents espaces et donc à démultiplier les rencontres. C'est pour nous quelque chose de très important. Quand on parle du bruit, la voiture, c'est une source de bruit. Si on met la vitesse à 30 km, il y a moins de bruit. Si on développe les pistes cyclables, il y a moins de voitures, il y a moins de pollution, il y a moins de bruit. Puis en plus, quand on fait du vélo, c'est bon pour l'activité physique qui impacte également sur la santé mentale. Donc on a des choses qui sont très urbaines, dans des grosses délégations, mais qui en fait impactent, quand c'est bien pensé, très fortement la question de santé et de santé mentale. Et puis, on peut aussi travailler sur les questions de l'emploi pour les personnes les plus fragiles, hein, puisque c'est quand même une de mes délégations. On sait qu'il faut accompagner les personnes, jeunes et moins jeunes, pour qu'ils puissent avoir une place dans la société. L'emploi est une place dans la société. Mais aujourd'hui, eh bien, des personnes ne vont pas à l'emploi. Et comment on les accompagne pour avoir une place dans la société? Parce qu'ils sont bénévoles dans une association. Et que quand on travaille en tant que bénévole dans une association, on est reconnu et donc on se retrouve une place, on se requalifie à titre individuel et donc là encore, on est un acteur pour que les personnes se trouvent dans un bien-être parce qu'ils ont chacun là où ils sont une place. Merci pour tous ces exemples concrets qui montrent qu'effectivement, on peut ne pas être soignant, comme le disait Sophie au début de ce premier tour de parole, mais on peut prendre soin et les élus locaux ont un grand rôle dans ce prendre soin pour recréer du lien social et pour intégrer la santé mentale dans toutes les délégations en fait, des communes. Sophie, on va repartir sur toi dans un deuxième temps, explorer un petit peu les solutions, les points de vigilance par rapport au constat qu'on vient de faire. Dans tes expériences de sensibilisation, comment tu perçois la montée des offres non validées scientifiquement et quelles réponses on peut apporter? Alors, comment est-ce qu'on le voit, nous, du coup, quand on voit arriver effectivement ces personnes qui veulent sensibiliser, qui se mettent dans des postures de pédagogie? Alors, dans cet événement, c'est devenu, enfin, c'est ce que vous disiez, Elisabeth, très justement, c'est devenu un marché, c'est devenu un sujet mainstream. Donc, il y a vraiment ce constat de l'avant à l'après. Et moi, ce que je vois aussi, du meilleur et du pire. Le pire, vous l'en avez parlé, hein, c'est les personnes expertes autoproclamées, c'est la cacophonie aussi, avec des prises de parole et des conseils qui vont dans tous les sens et qui, du coup, perturbent aussi la pédagogie qu'on pourrait porter sur ces sujets-là. Le meilleur, c'est un peu de ce que tu abordais, Aude, dans ton introduction, c'est les prises de parole publiques, quand même, qui sont aujourd'hui beaucoup plus visibles et qui sont aussi beaucoup plus nuancées. On sort quand même dans ces prises de parole des stéréotypes qu'on traînait depuis tant d'années avec des personnes qui témoignent et qui témoignent dans leur complexité. En fait, l'arrivée de ces offres non validées scientifiquement, elle vient s'opposer à la complexité globalement dans notre approche de pédagogie. Donc, le deuxième élément qu'on constate, que ça amène aussi, c'est que du coup, il a fallu renforcer les références, les cadres de référence. On a vu apparaître ces dernières années des recherches de preuves, de données probantes, de programmes prometteurs, d'actions qui ont prouvé leur valeur et leur efficacité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Là, c'est quand tu parles de comment on parle de santé mentale, comment on sensibilise à la santé mentale. Exactement, dans ce cadre-là. Comment? Et du coup, quelles sont les règles de bonnes recommandations qui nous permettent de travailler cette pédagogie? Donc ces cadres, ils sont nécessaires, ils sont là. Ce qu'on y voit, nous, par contre, comme point de vigilance, c'est qu'on est très fort aussi pour technocratiser ces pratiques et perdre du sens, perdre aussi la finesse
que parfois on peut recueillir justement sur la complexité, sur le fait qu'il y a un programme ne pourrait pas correspondre à tous les territoires, à toutes les personnes, à toutes les vulnérabilités, à toutes les inégalités. Donc il va falloir trouver un équilibre entre ces deux choses-là. Et puis effectivement, dans les prises de parole, on a une nouvelle concurrence qui est aussi pas évidente, parce que quand on essaye de suivre ces règles de cadre, donc on va s'inscrire dans des démarches probantes, prometteuses, on va essayer d'être local, adapté, scientifiquement prouvé, répéter, parce qu'on sait aussi qu'il va falloir répéter, une seule action, ça ne suffit pas. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et puis ça prend également de la compétence. Donc nous, on essaye de suivre ça, et on n'est pas toujours, j'utilise le mot sexy, par rapport à d'autres qui vont avoir une approche bien léchée, une communication portée, et puis une audience qui n'est pas toujours la même que nous. On ne joue pas dans la même cour des fois. Donc c'est une concurrence qui n'est pas évidente pour trouver sa place. Donc entre des offres attractives, marketées, etc., mais sans forcément beaucoup de fondements scientifiques, etc., versus des offres très structurées, mais qui vont peut-être risquer de ne pas toucher leur public, c'est ça ? Exactement. Okay. Merci de cet éclairage. Elisabeth, on va revenir un peu sur les risques du développement personnel que vous aviez évoqués et ce que vous observez autour de ça et d'éventuelles solutions aussi. Merci. Oui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le développement personnel n'a pas de fondement scientifique. Et à quoi il mène en général ce qui est présenté, c'est souvent une performance, une quête de performance à tout prix. Donc on positionne la santé mentale, la quête de bien-être, comme quelque chose de l'ordre de la performance. Et ça, dès le départ, c'est un problème parce que ça peut créer beaucoup d'anxiété, ça peut créer des fausses attentes, et puis ça positionne quelque part la quête de résolution d'un problème personnel sur un mauvais terrain. Et ce que l'on observe aussi, bien évidemment, puisque c'est un business, c'est ce que l'on appelle en psychologie sociale l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir recours à un influenceur, à une personne, à un coach, à une coach, qui va lui proposer des solutions en santé mentale, c'est que finalement, ok, on va commencer par une séance gratuite. Hein, ça ne coûte rien d'essayer, on va commencer par une séance gratuite. Mais cette séance gratuite, on sait très bien, et les études en psychologie sociale le montrent, qu'elle va démultiplier la possibilité d'avoir une deuxième séance, et cette fois-ci payante. C'est-à-dire que le client ou la cliente va en fait, parce qu'elle a fait une séance gratuite, très possiblement continuer avec ce même coach ou avec cette même personne, et de fil en aiguille, va acheter son livre, va acheter son webinaire, va faire un stage dans les Cévennes, va faire ci et ça, etc. Et donc, il y a une escalade d'engagement financier, mais il y a aussi une escalade d'engagement émotionnel, une escalade d'engagement dans le temps, qui fait que, de ce fait, la personne, même si elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, elle va se dire « Bon, j'ai déjà beaucoup investi, il faut que j'aille au bout du processus. La personne me dit qu'il faut que j'aille au bout pour bien comprendre, pour que ça infuse. » Et puis, évidemment, on n'a pas envie de s'être trompé, on n'a pas envie d'avoir fait une erreur, d'avoir fait ce pari et de s'être trompé. Donc, cette escalade d'engagement, elle est problématique parce que finalement, elle fait que la personne ne va pas se réorienter rapidement. Et bien entendu, le coach ou la pseudo-thérapeute ne va pas lui dire « Bon, écoute, ça ne marche pas, passe à quelque chose d'autre, peut-être qu'il faut que tu ailles voir un professionnel de santé. » Au contraire, elle va lui dire bien souvent « Si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas suivi les règles que je t'ai données, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi, etc. » Donc là encore, individualisation de la responsabilité sans avoir recours à un modèle adapté, hein, et ça je pense que c'est aussi un dérapage qu'on peut trouver en psychologie ou en psychiatrie, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être alerte, mais qu'on trouve toujours, je dirais, en développement personnel, c'est le fait qu'on applique le même modèle à tout le monde.
hein. Ça va forcément marcher parce que pour moi, ça a marché, parce que moi, je me suis formée à ça. Donc, tu vas faire de la cohérence cardiaque, tu vas faire de la méditation et ça va marcher. Mais peut-être que la personne en face, elle n'a pas besoin de ça et que c'est autre chose, c'est un autre modèle de thérapie qui va fonctionner pour elle. Donc, outre le fait que les propositions qui sont faites n'ont pas de fondation scientifique, elles ne sont pas forcément, évidemment, adaptées au problème que la personne a ou à la personne. Donc, ça crée une perte de diagnostic. Hein. Ça, j'ai des récits à n'en plus finir en message privé, des témoignages de personnes qui viennent me dire j'ai traîné pendant 10 ans un problème d'endométriose ou un problème de dépression ou un problème d'alcoolisme parce que je n'ai pas été vers les bonnes personnes. Donc, perte de chance, hein, vous en parliez tout à l'heure, perte de chance, et ça c'est typique, hein, c'est vraiment la chose la plus classique qu'on peut trouver chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui se tournent vers des personnes qui n'ont pas de compétences, en fait. Hein, c'est bien ça, c'est un problème de compétences, et c'est pas parce qu'on est de bonne volonté qu'on est compétent. Et ça, je crois que très souvent, les personnes qui proposent du développement personnel ou du coaching l'oublient. C'est pas parce qu'elles sont de bonne foi, c'est pas parce qu'elles ont une attitude bienveillante qu'elles sont compétentes. Merci de cette alerte. Alors, il y aura des questions après, hein, parce que la question de coach ou pas coach, enfin bon, on y reviendra. Il y aura un espace de questions. Oui, je pense juste à une dernière chose, oui. si j'ai le temps. Il y a un exemple qui me semble vraiment très intéressant, c'est celui de la pensée positive. Alors, quand je parle de pensée positive, je ne parle pas de psychologie positive, qui est une autre question, mais en pensée positive, qui est une croyance pure, hein, qui est liée souvent à la loi de l'attraction, au manifesting, si c'est des notions que vous avez déjà croisées, qui sont très, très courantes dans le développement personnel, on peut se dire, c'est pas grave, penser positivement, ça peut être que positif, comme son nom l'indique. Or, il y a des études en psychologie qui ont été faites, en psychologie scientifique, sur cette pratique de la pensée positive et qui montre que les personnes qui auraient le plus d'intérêt à aller vers la pensée positive parce qu'elles sont anxieuses, parce qu'elles ont une faible estime d'elles-mêmes, etc., sont les plus vulnérables au fait que la pensée positive va augmenter leur anxiété. Donc, en fait, les personnes qui vont être les plus enclines à se tourner vers la pensée positive parce qu'elles ont de bonnes raisons de le faire, vont finalement en souffrir le plus. Et ces études scientifiques montrent que plus on fait de pensée positive, plus on a recours à la pensée positive et plus on va en fait potentiellement sombrer dans l'anxiété, voire la dépression. Donc ça, c'est vraiment un exemple que je trouve intéressant parce que c'est très très courant dans le développement personnel et ça montre à quel point le manque de compétences et ces idées un peu toutes faites et toutes prêtes peuvent mener à la catastrophe en santé mentale. La fausse bonne idée. Exactement. La fausse bonne idée. Alors justement, c'est un peu le rôle de la Miviludes aussi, Monsieur Khalfaoui, de prévenir ça, et particulièrement dans le domaine de la santé. Comment vous faites pour sensibiliser par rapport à ça? Alors, je voudrais déjà préciser que de ce que nous observons en 2024 dans le dernier rapport, on était à 4500, un peu plus de 4500 signalements, demandes d'informations. En 2015, c'était 2160, c'est-à-dire qu'on a doublé le nombre de signalements parce que le confinement est passé par là et parce que les réseaux sociaux et Internet sont de plus en plus une caisse de résonance pour les gourous de la santé. 9 fois sur 10, les victimes, c'est des femmes. Et ce qu'on observe, c'est que, après je vais répondre à votre question, ce qu'on observe, c'est que tout est fait pour qu'il y ait une forme d'addiction. Et retenez qu'une organisation sectaire ou un gourou de la santé, c'est toujours 3 choses qu'il va rechercher. On a beaucoup parlé d'argent. Effectivement, l'argent, c'est la première motivation des organisations sectaires. Que vous soyez au RSA ou que vous soyez multimilliardaire, ça ne fait aucune différence pour eux. La deuxième chose, s'il n'y a pas d'argent, parce que vous êtes, ça y est, il vous a pressé comme un citron, c'est les faveurs sexuelles. C'est-à-dire qu'on a observé, on fait beaucoup de signalements au procureur de la République. On est passé de 20 en 2015, je crois, à 40 en 2024.
les faveurs sexuelles. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation de séduction avec le gourou, les victimes vont presque se faire concurrence pour avoir un rapport, parce qu'on est dans la séduction. Le gourou de la santé, c'est d'abord en général, c'est de la séduction. Quand il n'y a ni argent ni faveur sexuelle, on va vous demander de faire un travail dissimulé, distribuer des tracts, faire le bouche à oreille. Moi, j'appelle ça les sergents recruteurs. Vous êtes en difficulté, on est dans une société un peu individualiste. Au bout d'un moment, quand vous parlez de vos problèmes à un collègue, à un proche, au bout d'un moment, la personne va dire stop, j'en peux plus, etc. Et c'est là où vous allez croiser le chemin d'un sergent recruteur qui va vous dire, écoute, moi je connais quelqu'un qui fait des miracles, ou je connais quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux, etc. Va le voir, ça ne te coûte rien. Et quand vous arrivez, c'est tout de suite, ah mais vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. C'est parce que votre psychiatre, il n'est pas bon et il n'a pas compris, mais moi je sens en vous un potentiel extraordinaire. Et quand on est dans une organisation sectaire, souvent on vous propose de devenir vous-même thérapeute. Et ça, c'est très, très valorisant. C'est-à-dire que vous passez d'une situation de dépression, burn-out, presque au bord du suicide, à quelqu'un qui peut aider les autres. Maintenant, sur les réponses... Ouais, comment on fait pour prévenir tout ça là? Alors, là, vous nous effrayez. C'est malheureusement la triste réalité de ce que nous voyons et qui est malheureusement... comme je le disais au début, ça ne se voit pas. Les accidents de la route, on sait ce que c'est. Les trafics de stupéfiants, on sait ce que c'est. La dérive sectaire, comme je vous l'ai dit, c'est des gens... on est dans l'imaginaire collectif, mais c'est malheureusement des gens qui font beaucoup de mal. Alors, on parlait, et je vous remercie infiniment pour cette journée, et je vous remercie de nous avoir donné la parole à la Miviludes pour justement dire que la dérive sectaire, c'est pas des gens, encore une fois, c'est pas le sketch des inconnus, c'est des pseudothérapeutes, c'est des centres autoproclamés, c'est soyons vigilants. Donc, prévention. Rapport annuel d'activité, guide santé qui est en cours d'actualisation, guide de l'élu local. Sensibilisation, partenariat avec les ordres des professionnels de santé. Je rappelle que 19,6 des signalements reçus sur les 4500 concernent des professionnels de santé déviants. Il y en a qui vont jusqu'à se faire radier pour échapper aux sanctions ordinales. Partenariat avec la NFH, partenariat avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on intervient dans les établissements de santé, etc., etc. Et puis il y a le volet répressif, avec la loi du 10 mai 2024, qui punit d'1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, soit la promotion ou l'incitation à l'abandon des soins, soit la promotion de pratiques non éprouvées. Donc aujourd'hui, si vous, sur un réseau social ou sur un blog, vous dites j'ai trouvé la solution miracle pour traiter la dépression nerveuse, vous tombez sous les coups de la loi du 10 mai 2024 et vous vous exposez à 1 an de prison et 30 000 € d'amende. Mais dans tous les cas, parlez-en et on dit aux gens, c'est souvent l'entourage, parce que la personne qui est dans une secte, elle est dans le bonheur absolu, et elle n'accepte même pas qu'on lui dise fais attention, tu vois bien que, etc., qu'il n'a pas de diplôme, etc. Parlez-en et les équipes médicales, parfois, quand c'est un reproche qu'on pourrait faire à certains professionnels de santé, quand la personne elle arrive et qu'elle va parler, le professionnel de santé, il ne va jamais penser dérive sectaire ou gourou de la santé. Et donc, c'est pour ça que ce type de journée est très, très important pour vulgariser le sujet. Merci, oui, parce qu'effectivement, il y a des portes d'entrée dans les établissements de santé, donc il y a une responsabilité des directions, au niveau des soins, une vigilance à avoir au niveau des soins, spécifiquement en psychiatrie, parce qu'on sait que ces mouvements-là s'attaquent spécifiquement aux personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi au niveau des catalogues de formation, parce que c'est aussi des modes d'entrée, de proposer des pratiques pseudo-thérapeutiques ou non conventionnelles dans les catalogues de formation des professionnels de santé. Maëva, alors on retourne du côté du soin, où là, justement, on va s'interroger à nouveau sur comment soigner un peu autrement et pas soigner seulement l'individu. Tu avais commencé à en dire quelques mots, donc sur la puissance du collectif, avec en particulier la méthode de l'open dialogue que vous avez développée au sein des hôpitaux Paris-Est.
Oui, alors l'open dialogue, moi, c'est quelque chose c'est une pratique et une organisation de soins que j'ai découverte quand j'étais interne en faisant mon travail de thèse. L'idée, c'était de trouver, de pouvoir trouver dans des systèmes de soins publics à l'étranger des organisations de soins, des pratiques qui sont transférables en France et qui répondent aux difficultés qu'on rencontre actuellement. Sur le secteur de psychiatrie, à l'hôpital, de manière générale. Et donc c'est une approche qui m'a particulièrement intéressée parce que déjà elle existe depuis une 40aine d'années en Finlande et ensuite elle a pu être diffusée dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Il y a de la littérature à ce sujet. Et parce que c'est quelque chose qui s'adapte très bien, en fait, du fait de l'organisation de soins en Finlande, ça s'adapterait très bien et ça s'adapte très bien au système français de secteur. Alors la particularité de l'open dialogue, c'est de toujours intervenir avec un binôme de professionnels. Alors tout type de professionnels, on ne réduit pas le rôle de la prise en charge dans l'urgence aux médecins ou la prise de décision dans une crise à la fois suicidaire ou dans des crises, par exemple quelqu'un qui est sur la voie publique, qui a des idées qui sont délirantes ou une désorganisation très importante. En fait, dans le binôme, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un médecin. Et du coup, on a vraiment une montée en compétence de tous les autres professionnels sur la prise en charge de l'urgence. Ils travaillent depuis très longtemps avec des pairs aidants professionnels, donc, que nous, on appelle médiateurs santé-pairs. Lorsque il y a une crise, la personne, elle est reçue alors soit dans un lieu de soins classique, soit c'est une visite à domicile, dans un lieu extérieur, dans un parc, dans un café, à son travail, etc. Et la personne va pouvoir inviter les personnes de son choix, donc les personnes ressources, sa famille, ses amis, ça peut être des collègues de travail, si c'est à l'école, ça peut être la maîtresse, un éducateur pour les jeunes qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, comme ça, elle ne va pas être déjà seule face à une équipe soignante. Elle va pouvoir avoir d'autres personnes qui vont l'aider à porter une voix. Et les autres personnes en présence de son réseau vont être aussi des ressources et vont apporter des voix différentes lors de cette première réunion. Les conséquences de cela, enfin, le fait de travailler en binôme, c'est qu'on va partager, nous, le binôme de professionnels, on va partager lors d'un temps réflexif, en présence de la personne qui présente donc des difficultés et de son réseau, on va pouvoir partager tout ce que, alors d'une autre manière, mais tout ce que d'habitude se discute en réunion de soignants. C'est-à-dire comment on prend les décisions, quelles sont nos craintes, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut projeter. Va se poser la question alors de la médication ou du niveau de contrainte, etc. Et ça va être discuté par le binôme de soignants en présence donc de la personne et de sa famille. Et ensuite, on va de nouveau pouvoir écouter la personne qui est en trouble et ses proches pour avoir un retour sur ce qu'on vient de dire. Et on va faire comme ça des allers-retours entre ce que nous on pense, quelles ressources on aurait à disposition, qu'est-ce qu'on peut proposer, de quoi eux ils ont besoin en termes de fréquence de rendez-vous, en termes de soins tout de suite là dans l'urgence, si on veut éviter par exemple l'hospitalisation et que tout le monde soit sécurisé pour retourner à la maison malgré la crise. Et également de la prescription. La prescription, elle se discute en présence de la personne et de ses proches. Les effets indésirables, l'intérêt de la prescription ou le non-intérêt de la prescription. Et donc, cette transparence-là permet de transmettre déjà beaucoup de nos idées, de corriger aussi peut-être des décisions qu'on aurait pu prendre alors qu'elles ne correspondraient pas du tout à ce que la personne en soins attend ou a besoin à ce moment-là.
Et l'autre principe de cette approche, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une demande, déjà on en prend la responsabilité, donc il y a une astreinte sur l'équivalent de secteur, on en prend la responsabilité et on doit apporter une réponse à cette demande. Et la réactivité, c'est-à-dire en fonction du degré d'urgence, on rencontre la personne dans les 24-48 heures en fonction du degré d'urgence. Donc ça, c'est une approche qui est quand même recommandée par l'OMS. C'est une approche qui a eu pour conséquence d'avoir moins de recours à la coercition, moins de prescriptions médicamenteuses de long terme, et notamment la littérature à ce sujet dans les crises psychotiques a montré qu'à long terme, il y a moins de prescriptions de neuroleptiques. Et à une échelle plus large, si on dézoome de la crise et de la prise en soin, comme dans cette région de Finlande où ça a été initié il y a une quarantaine d'années, de nombreuses personnes ont pu participer à ce qu'ils appellent les réunions de traitement. Du coup, il y a une déstigmatisation de ce que c'est la prise en charge en psychiatrie, en santé mentale, parce que jusqu'à 1 personne sur 8 avait participé à ces réunions de traitement. Et donc, qui dit déstigmatisation, là je reprends ma casquette à JPJA, actuellement on a des pratiques en psychiatrie en France qui sont extrêmement stigmatisantes du fait de la coercition, de la contention, de l'isolement, de certaines pratiques aussi de médication. Et donc, déstigmatiser notre pratique, la rendre plus accessible et déstigmatiser les troubles dans la communauté, ça permet que les personnes se tournent plus rapidement vers le soin, bien avant qu'on ait une dégradation très importante de l'état des personnes. Et du coup, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, et du coup, de ne pas se tourner vers des pratiques non conventionnelles et de tomber dans quelque chose de dérive sectaire, etc., quoi. Merci de cette articulation, effectivement, c'est-à-dire d'entraîner toute la société dans le prendre soin aussi, chacun à sa place, en accompagnant aussi les soignants, du coup. Et donc, le lien est direct avec vous, Marie-Christine Stanier-Coavran, parce qu'on retombe sur le rôle plus large des villes, des intercommunalités. Et au titre du réseau Ville Santé, vous avez aussi des expériences à partager, je pense. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, oui, je ne pourrais pas vous raconter tout ce qu'on fait dans les villes. Et donc, le réseau santé, c'est 120 villes. Petite taille, grande taille, intercommunauté. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la santé mentale. Et il y a un document que vous pouvez trouver sur le site du réseau français des villes santé, qui est un document qui, évidemment, donne des informations aux villes sur ce qu'elles peuvent faire en matière de santé mentale. Mais surtout, vous y trouverez beaucoup d'exemples de ce que font grandes villes, petites villes ou interco sur ce sujet. Je vais vous donner quelques exemples pour ne pas tout citer. Mais par exemple, quand Dunkerque a mis la gratuité des transports, ça permet effectivement à tout à chacun de se déplacer dans l'ensemble de l'agglomération dunkerquoise. Dans le Nord, c'est très important, la surface est grande. Quand Metz travaille sur le maintien dans le logement de personnes qui ont des troubles psychiques, c'est un accompagnement ciblé, personnalisé, et donc c'est important de le signaler. À Poitiers, par exemple, c'est comment des personnes allocataires du RSA peuvent avoir une pratique culturelle partagée. C'est sur Rennes, c'est art et soins en mouvement. C'est-à-dire qu'on utilise pour certains la culture. À Lille, par exemple, le Palais des Beaux-Arts, qui est un musée, fait des expositions et il y a des personnes qui viennent en groupe regarder l'exposition, bien sûr, mais aussi le parcours dans le musée autour de la santé. Et donc, la culture, aujourd'hui, est un outil, comme le sport, puisque, par exemple, on a des ateliers de boxe-thérapie, voilà, pour tout type de personnes, parce que c'est aussi un moyen d'amener une activité physique, de s'amuser, et donc on a de multiples exemples. On a un conseil, par exemple, de santé mentale étudiant sur l'île. Dans nos quartiers, on a 10 quartiers, on a des centres sociaux. On a mis en place une permanence d'écoute
santé mentale par un psychologue, voilà, dans chaque mairie. Donc on a comme ça des choses très concrètes qui sont diverses au niveau des villes et qui permettent d'amorcer des exemples que vous pourrez retrouver, parce qu'il faut dans nos villes que nous soyons concrets. On a besoin effectivement de réfléchir et de penser, mais pour la population, il faut qu'on ait des choses très pratiques à mettre en place pour amener des publics différents, quel que soit l'âge, à amener vers cette notion de santé mentale. Merci de votre concision. Le maître mot, c'est aussi la proximité, justement. Et effectivement, les villes ont un rôle à jouer pour éviter que les gens aillent chercher des solutions qui seraient plus néfastes qu'utiles. On va passer au troisième temps de cette table ronde, qu'on en a pris un petit peu de retard, mais parce que c'était passionnant. Je vais vous demander de resserrer un peu vos interventions pour qu'on puisse garder des questions avec la salle. Donc là, c'est évoquer les pistes collectives. Alors Sophie, au niveau de la pédagogie de la population, qu'est-ce qui peut aider à construire une culture commune du prendre soin ? En 3 mots. En 3 mots. Les 3 mots, c'est tous ensemble, c'est en s'écoutant et c'est en faisant du sur-mesure dans un collectif, ce qui n'est pas évident, a priori. Donc, on l'a bien vu, en fait, on va pouvoir avancer qu'en étant en lien avec toutes les strates d'une société. C'est un peu à l'image de ce poster que nous avons développé qui s'appelle l'iceberg des discriminations. On voit bien que tous ces phénomènes, ils sont en réponse, en miroir et systémique de l'individu jusqu'à la culture générale. En fait, tout doit être lié et tout va avancer ensemble. Mais ce qui semble un équilibre un peu complexe à tenir, c'est qu'il va falloir avancer ensemble en étant à l'écoute des singularités, des points de vue situés aussi, parce qu'en fait, ça c'est très important aussi de savoir de quelle place on parle et à quel titre on parle. Donc cette clarification des rôles et cette clarification des postures, elle est absolument nécessaire et elle nécessite effectivement une écoute réciproque. Et pour ça, nous, on croit beaucoup au psychom, à la force de l'intelligence collective, à la force de méthodes pédagogiques qui vont inviter à injecter ces nuances par l'écoute de ces singularités, par l'opposition et les divergences de points de vue, en étant effectivement dans une représentation de ces points de vue situés. Donc l'intelligence collective nous semble être une bonne façon d'y parvenir. Et enfin, pour avoir un cadre conceptuel théorique solide, qui existe depuis très longtemps et qu'il faut toujours rappeler, s'inscrire dans une démarche de promotion de la santé mentale et de pouvoir vraiment faire correspondre les critères de notre action à ce cadre de référence qui va répondre à ces enjeux de systémie dont on a beaucoup parlé. Parfait. Donc il n'y a pas de solution miracle ni de solution universelle. Je suis rassurée. Alors. Dommage pour les gourous. Elisabeth, donc un outil aussi qui est à notre disposition, c'est notre cerveau, enfin c'est notre pensée critique, comment on développe notre pensée critique et la métacognition. Oui, alors moi effectivement ma marotte c'est la métacognition, c'est tout l'objet de mon podcast. Pourquoi la métacognition ? Parce que en fait, je me suis beaucoup intéressée à la pensée critique et à l'esprit critique. On en parle aussi beaucoup. C'est très à la mode de parler d'esprit critique. Mais moi, ce qui me semble important, c'est d'appliquer cet esprit critique à soi. Donc, parce que c'est évidemment plus facile de critiquer les autres et les croyances absurdes des autres. On va rarement se questionner sur nos propres croyances absurdes ou dangereuses. Donc, moi, en fait, ce que je propose, c'est 2 axes pour essayer de cultiver ça en soi. C'est à la fois d'avoir accès à des connaissances sur la manière dont les humains pensent, pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, quelles sont leurs croyances, pourquoi est-ce qu'on croit. Donc j'échange avec des experts de bords très très différents, hein. Ça peut être des psychologues, ça peut être des neuroscientifiques, ça peut être des historiens, ça peut être des sociologues, etc., qui nous montrent qu'il y a quand même des grandes lignes qui traversent l'humanité et que finalement tout n'est pas lié à soi, mais qu'il y a aussi des éléments
qui déterminent nos modes de pensée, qui sont extérieurs à nous ou qui sont engrammés en nous, mais sur lesquels il est difficile d'avoir prise, mais qui sont importants à connaître justement, pour savoir ce qui est de l'ordre du locus de contrôle interne ou externe. Ça, c'est quand même aussi très important quand on commence à réfléchir sur soi. Donc, est-ce que ça dépend de nous ou est-ce que ça dépend de l'environnement ? Et le deuxième pan de ce que je propose dans ce podcast, c'est d'interviewer des personnes qui ont changé dans leur vie de mode de pensée, donc qui ont changé de manière radicale de croyance. Par exemple, quelqu'un qui est sorti de l'astrologie, un ancien astrologue, ou un ancien voyant, un ancien des témoins de Jéhovah qui a été élevé dans les témoins de Jéhovah, par exemple. Des personnes qui ont connu un changement radical dans leur manière de penser. Pourquoi est-ce qu'elles ont changé de mode de pensée ? Qu'est-ce qui les a amenées à ça ? Et comment elles en sont sorties ? Puisque finalement, il ne suffit pas non plus de sortir d'un mode de pensée, enfin, il ne suffit pas de sortir d'une croyance donnée pour sortir d'un mode de pensée. En fait, on peut reproduire d'une autre manière. Par exemple, on peut sortir d'une addiction et finalement aller vers autre chose qui peut-être ne nous sera pas forcément bénéfique. Alors qu'on pensait être vraiment sorti de ce mode de pensée, de cette manière de faire. Donc, pour moi, avec ça, il y a aussi une banalisation de la parole, vous en parliez tout à l'heure, qui permet justement aux auditeurs et auditrices de se projeter dans les personnes à qui je pose des questions et de se dire « Ah ben finalement, ça me concerne. Je n'ai jamais été élevée dans les témoins de Jéhovah, mais finalement, ce qui est décrit là me parle. Il y a quelque chose dans les mécanismes mentaux que cette personne décrit, avec beaucoup de recul, qui me parle et qui me fait réfléchir à mes propres modes de pensée. » Donc voilà, pour moi, l'idée, c'est de rendre désirable en fait le questionnement sur la manière dont on pense et sortir justement des idées toutes faites ou des réponses faciles en fait et montrer la complexité de nos modes de pensée. Voilà. Merci pour ces outils. Donc, je vous encourage à aller écouter quelques épisodes de Méta de choc parce que c'est assez stimulant pour l'esprit. Samir Khalfaoui, vous avez des actions de régulation aussi et de prévention pour encadrer notamment les pratiques non conventionnelles en santé dont on a parlé pendant toute cette table ronde. Il y a la sensibilisation des élus, l'encadrement des pratiques. Est-ce que vous donnez quelques pistes en termes de solutions ? Alors, il faut savoir que souvent, les gens qui promeuvent des pratiques non conventionnelles, ils le font sous couvert de liberté de conscience. Donc, c'est un des fondements de notre République. Et donc, ça, on ne peut pas y toucher. Par contre, à partir du moment où on a réussi à réglementer l'usage du titre de psychothérapeute, par exemple, aujourd'hui, psychothérapie n'est pas réglementée. C'est-à-dire que moi, je suis pas un professionnel de santé, je peux dire que je fais de la psychothérapie, sans que ce soit illégal. Donc il faudrait, et pour échapper d'ailleurs à la réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute, certains vont s'appeler psy-conseil, coach, et donc ils vont échapper... Praticien, psy ou il y a des... Psy, oui. Ça ne veut rien dire. Psy-conseil, coach, etc. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait une réponse forte de la puissance publique pour qu'on réfléchisse collectivement à encadrer toutes ces appellations, ces termes, et que par ailleurs, aujourd'hui, pour ouvrir une clinique, il faut des autorisations. Mais par contre, pour créer une structure d'accueil de personnes en burn-out ou en dépression, enfin des structures de fait, les ARS qui ont mis en place des référents dérives thérapeutiques potentiellement sectaires, quand vous signalez à l'ARS vous dit c'est pas des structures de santé, donc je peux pas y aller. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, comme disait un ancien président de la Miviludes, Serge Blisco, qui était médecin par ailleurs, pour ouvrir un salon de coiffure, il faut un CAP et 36 000 autorisations. Mais pour ouvrir une structure ou un cabinet, et j'en profite pour, là aussi, puisqu'on parle des solutions, dans les maisons médicales, vous avez les maisons médicales, les maisons pluridisciplinaires qui ont des conventions avec les ARS, etc. Il faut que, ça peut paraître la solution la plus simple, mais qu'il y ait au moins une séparation physique.
C'est-à-dire qu'il est inadmissible qu'à côté d'un chirurgien ou à côté d'une sage-femme, vous trouviez quelqu'un autoproclamé comme psychothérapeute. Donc il y a des pistes, il n'est pas question d'interdire. On ne peut pas dire d'un trait de plume, j'interdis toutes les pratiques non conventionnelles. Ce serait un non-sens, parce qu'il y a des pratiques qui, en complément de la médecine conventionnelle, quoi qu'on en dise, font du bien. Mais il faut, comme je vous dis, réglementer les terminologies et encadrer un peu plus l'offre qui est proposée aux uns et aux autres. Merci. Donc, on a bien compris, c'est toute la société qui doit être vigilante. Tous. Élus, citoyens, professionnels etc. de santé, etc. Maëva, alors, on repart sur ton expérience de soignante et de soignante qui cherche à amener plus d'humanité dans le soin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces questions-là? Oui. Là, je vais prendre ma casquette à JPJA. L'essentiel pour améliorer les soins, c'est de repartir des besoins des usagers, de ne pas uniquement attendre les usagers à une place de témoin, mais à une place d'acteur. Alors acteur à tous les niveaux, acteur au niveau politique. Alors le témoignage est important, mais par exemple quand on parle de témoignage, c'est important que ce soit des usagers avec des parcours variés en termes de rétablissement, que ce ne soit pas uniquement des CSP+ parisiens, qu'il y ait des personnes avec des parcours de rétablissement de partout en France, de personnes en situation de migration, d'anciens jeunes placés, etc. Et à la JPJA, notamment, nos deux chevaux de bataille sont la transformation de la formation. Donc, justement, qu'il puisse y avoir des usagers dans les enseignements qui partagent leur parcours de rétablissement, mais qui aussi enseignent aux externes, aux internes. Et ça, c'est pas encore, c'est très très rarement le cas, même si ça commence à arriver. En tant que jeune psychiatre aussi, on demande à ce qu'il y ait des formations à l'éthique. C'est quelque chose qui manque dans nos formations. On demande aussi à ce qu'il y ait la recherche qui soit plus développée, mais aussi une recherche plus complexe et pas uniquement une recherche fondamentale, c'est-à-dire une recherche qui implique les usagers, que ce soit une recherche participative et qui soit au croisement des sciences sociales, des sciences politiques et des sciences dures. Et aussi notre deuxième cheval de bataille, c'est la transformation des pratiques. Et tout à l'heure, je parlais de l'impact négatif des pratiques coercitives, notamment de l'isolement et de la contention, pour lequel nous demandons l'abolition de ces pratiques. Ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis des années, mais voilà, là, on commence à insister lourdement. Samedi, il y avait le journal Le Monde qui organisait un festival et qui demandait si la santé mentale était encore un tabou. Et du coup, je vais finir là-dessus de dire qu'en fait, ce qui est un tabou actuellement, c'est la responsabilité collective en fait dans l'augmentation des troubles et dans l'augmentation de la prescription et dans l'augmentation de la souffrance. Et donc la nécessité qu'il y ait un engagement politique, parce que la psychiatrie et la santé mentale sont des champs plus que politiques. Voilà. Merci, ça fait la transition vers la dernière prise de parole donc de l'élu. Je vous laisserai un petit peu le mot de la fin en synthèse par rapport à cet engagement collectif pour notre santé mentale à toutes et tous. Alors, effectivement, les élus que nous sommes, là où nous sommes, à l'échelle des villes, je me permets d'insister. Je vous dirai pourquoi je me permets d'insister. C'est parce qu'effectivement, dans nos villes, nous, on a cette capacité à écouter d'abord. Parce qu'on a toutes les associations, toutes catégories, qui nous font remonter leurs questionnements. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ce soit sport, culture, associations sociales, migrants, etc., nous faut remonter leurs thématiques. Un des derniers sujets de cette semaine, par exemple, qui est un sujet qui est en train de monter de façon spectaculaire, c'est la toxicomanie, ça existe depuis longtemps, mais aujourd'hui le crack devient un problème.
parce que des personnes, toutes catégories, explosent. Et quand je dis qu'elles explosent, c'est qu'elles explosent vraiment. Donc comment on peut, nous, être un élément dans cela? Donc l'écoute. Deuxièmement, on a la capacité à mobiliser effectivement les associations, les professionnels de santé, parce que, alors là encore, avec certaines réserves, dans une ville comme la mienne, j'ai de la chance, j'ai les hôpitaux psychiatriques, le CHU, les hôpitaux, donc j'ai de la chance, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Voilà. Et donc ça aussi, il faut le faire apparaître parce qu'il y a des villes où ils n'ont pas ce contact direct, donc en mobilisation, c'est plus difficile. Nous, on a le contact avec les communautés professionnelles de territoire, le secteur libéral, et donc on peut mettre autour de la table des professionnels, des associations et des habitants. Et ça permet d'avoir cette dynamique de réflexion, et d'essayer de réfléchir ensemble à comment on va agir, quels outils on va mettre en place, qu'est-ce qui peut amener un plus pour notre population. Ça, nous, on a cette capacité à faire travailler les gens ensemble. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important parce que c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est qu'on peut aussi former des personnes. Les ambassadeurs santé, on les forme, petite formation, et puis les responsables d'associations, on les forme. Premier secours en santé mentale. C'est pas, voilà, ils vont pas devenir des spécialistes, mais ils auront cette réflexion de dire tiens, cette personne-là, elle va pas bien, je pourrais peut-être la mettre en lien avec d'autres. C'est les compétences psychosociales, parce que c'est un deuxième élément. C'est comment on peut, à notre échelle, avoir des bons réflexes. Donc ça, c'est au niveau de la population de base. Donc ça, nous, on peut être là-dessus, parce qu'on peut financer ce type de formation. Après, il y a l'échelle supplémentaire. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, pour nous, on a des espaces écoute-santé avec des psychologues. Donc c'est bien. C'est 1, 2, 3 consultations. Puis après, quand il faut plus, il faut un psy. Alors là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, puisqu'il y a des postes vacants de psychiatrie. Alors, en pédopsie, là, je ne vous en parle pas. On cherche désespérément aujourd'hui. Je rappelle quand même que ça doit être la dernière ou l'avant-dernier choix aujourd'hui chez les internes, la psychiatrie. Donc, c'est un vrai sujet. C'est que quand on a un besoin d'un professionnel pour aller plus loin, on ne les a pas. On a 18 mois d'attente dans certaines CMP. Et donc les hôpitaux sont en train de réfléchir à comment organiser différemment leur accueil, parce qu'il manque de psy, pour qu'on puisse répondre à la demande de personnel qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire. Et nous, avec notre capacité de réseau, comme on a un accueil avec un psychologue, au bout de 3 consultations, s'il y a besoin, ils remettent le dossier au-dessus de la table. Et donc en tant qu'élu aujourd'hui, et donc en tant qu'élu d'une ville, j'interpelle régulièrement, à tous les niveaux, le national. On a besoin d'avoir des psychiatres. On a besoin. C'est long pour avoir un psychiatre. Et il y a aujourd'hui des psychologues. Et dans les psychologues, vous avez raison de dire qu'il y a des psys. Et puis il y a des psychologues qui ont des formations de cliniciens. Et il faudrait qu'on appuie cette formation de clinicien, qu'on la reconnaisse pour qu'ils puissent avoir effectivement ce nombre suffisant pour venir, là encore, peut-être en première intention avant le psychiatre, pour répondre à des personnes qui sont en très grande difficulté et qui ont besoin de soins. Parce que nous, au niveau de la ville, on peut essayer de mettre tout le monde autour de la table, faire avancer, mettre des machins et des trucs et des bazars. À un moment donné, il y aura besoin de soins. Et aujourd'hui, c'est notre grande carence aujourd'hui. Merci. Je pense que tout le monde partage votre point de vue. Donc, il faut toute une société pour prendre soin de la santé mentale de la population. C'est un petit peu le message.